Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 357. Et on va aborder un sujet qui est un sujet qui est récurrent, et ça fait longtemps qu'on aborde ces problématiques. Euh, Comment est-ce que la science, avec toutes les découvertes extraordinaires qu'elle propose, comment est-ce que la science peut rentrer dans le monde de l'opérationnalité, le monde de la formation? Et pour ça, il faut des gens qui ont à la fois du talent, de la compétence, et des gens qui soient capables d'être passeurs pour être capables de sortir du monde de la recherche, pour la rendre appliquée et montrer comment est-ce que concrètement, dans notre quotidien, on peut faire. Et pour ça, je voulais profiter à la fois de quelqu'un qui vient d'avoir une actualité, qui vient de sortir un livre, sur les neurosciences et quelqu'un qui a un talent fou de pédagogue qui a une chaîne YouTube dont vous aurez toutes les notes, vous aurez tous les éléments dans les notes de l'émission. Et cette personne, c'est Biljana Todorova. Biljana Todorova, bonjour. Bonjour Stéphane, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, très très bien. Alors d'abord, puisqu'on parle d'un livre sur la neuroexcellence, qui vient juste de sortir, donc d'abord bravo. Exactement. Merci Donc, beaucoup. c'est d'actualité. Donc, tous ceux qui veulent de la recherche fraîche, c'est maintenant. Pourquoi tu as écrit ce livre? Alors, c'est une très très bonne question parce que pour être sincère avec toi, quand j'ai fini l'écriture du manuscrit de ma thèse, je m'étais promis de plus jamais Plus jamais ça. recommencer le challenge. Et il se trouve que ma passion pour les neurosciences était plus forte et je n'ai pas pu m'empêcher de résumer toutes les recherches que j'ai faites, toutes les découvertes que j'ai faites à travers la lecture des articles scientifiques, mais aussi à travers mes propres expériences, parce que comme tu le sais, j'ai participé moi-même dans plus de 100 études cliniques sur mon propre cerveau, où c'était moi la cobaye. Mince. Je voulais vraiment Mm. partager ce vécu, les découvertes que j'ai faites à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que quand mon cerveau était face à des challenges, et aussi tout ce que j'ai pu lire et tout ce qui sort constamment dans la science. Si tu veux, quand je travaillais en laboratoire à l'époque, je travaillais à l'Institut Pasteur, et je trouvais que c'était dommage de garder la science juste entre scientifiques, parce que souvent la science, elle est écrite quand on lit les articles scientifiques, ils sont écrits à un certain niveau et souvent il manque de lien entre ce qu'on a découvert en laboratoire et ce qu'on peut concrètement appliquer au quotidien. Donc ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de rendre la science accessible à tout le monde et de la rendre pratique au quotidien. Est-ce que c'est conçu comme un manuel? C'est-à-dire chacun vient puiser ce qu'il cherche avec les morceaux qui l'intéressent? Ou est-ce que c'est une grande saga où des gens peuvent comprendre plein de choses? Ou les deux? La manière dont je l'ai conçu, je voulais qu'il y ait un petit peu d'histoire. Donc, des fois, je raconte l'histoire d'une expérience clinique dans laquelle j'étais impliquée. Des fois, je raconte l'histoire de l'entretien que j'ai fait avec un scientifique et la phrase qui m'a marquée. Et ensuite, il y a une partie conceptuelle où on va dévoiler un petit peu les études scientifiques qui parlent du même sujet. Et à la fin du chapitre, à chaque fois, il y a des outils pratiques où la personne peut s'amuser à jouer avec son propre cerveau au quotidien pour débloquer des ressources, pour réussir certaines tâches et augmenter certaines capacités cognitives euh, par elle-même. Eh bien, ça, c'est très bien. Tout le monde va pouvoir s'amuser avec. N'hésitez pas à commander cet ouvrage. Vous aurez tous les éléments. Donc, ben, si on démarre directement dans la formation, comment est-ce que les neurosciences voient la formation? Alors, il y a souvent une confusion qu'on fait, et je le vois même avec des clients qui viennent à moi. Parfois, ils me disent, j'ai envie d'augmenter ma mémoire. Et très souvent, on va associer la formation à la mémoire. Je dis pas que la mémoire ne fait pas partie de la formation, elle fait partie du savoir, mais ce n'est que la première étape. Et malheureusement, notre cerveau n'est pas très fort dans la mémorisation. De manière générale, on peut dire qu'on peut retenir entre 5 informations, plus ou moins 2, dans la mémoire vive, ce qui est très limitant. Mhm. Donc, les gens qui essayent de focaliser leur formation juste au niveau de la mémorisation, ils vont pas aller très loin et surtout, ils vont souffrir d'un sentiment de ne pas réussir à retenir les informations, à ne pas réussir à se sentir plus intelligent, on va dire. Il y a 3 autres niveaux du savoir qui amènent vraiment vers ce que moi je vais appeler l'intelligence appliquée. Donc, on a dit le premier niveau, c'est la mémorisation. On peut parler de techniques de mémorisation. Il y a des choses qui nous aident Il y a une là-dedans. inégalité dans la mémoire.
Est-ce qu'il y a une inégalité? Des Je dirais hypermnésiques, des gens qui... et puis il y en a qui n'en ont pas du tout. c'est vrai qu'il peut y avoir des problématiques de type structurel, hein. C'est-à-dire que si on vit un accident, on peut avoir des problèmes concrets, physiologiques au niveau de la mémorisation. Et je dirais aussi, il y a un entraînement. Donc, on a peut-être des gens qui sont plus aptes, plus habitués à retenir des informations. Je pense notamment aux comédiennes qui auront des textes à retenir, donc leur cerveau s'habitue et ils trouvent des stratégies efficaces pour eux-mêmes. Donc, ils auront une meilleure mémorisation. Cependant, on reste quand même, si on se limite au niveau mémorisation, on reste limité, on reste très limité par nos ressources cognitives. Alors, quels sont les Et autres niveaux? exact, Hum, hum, j'arrive hum, hum. sur les autres niveaux. Et en plus de ça, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on a vraiment l'intérêt de dépasser le premier niveau, Oui, parce que c'est absolument. pas celui qui va nous distinguer, qui va nous faire nous sentir exceptionnels. Donc, le deuxième niveau, c'est cette information-là, j'apprends à la comprendre. Donc, pour moi, c'est le moment où on va associer notre propre histoire, nos connaissances précédentes, avec cette nouvelle information qui est rentrée dans notre cerveau. Donc, si tu veux, le premier niveau, il est un peu cognitif, c'est un peu un niveau au niveau de la tête. C'est je mets des informations dans ma tête. Ma tête est un réservoir d'informations. Le deuxième niveau, il est un peu plus émotionnel. Je vais voir de quelle manière cette information vient me chercher moi. Je vais la connecter d'une manière un peu plus personnelle et émotionnelle à mon histoire, à qui je suis, de manière plus globale, et pas juste la laisser au niveau information brute et froide et voilà qui ne s'attache pas à moi. Donc je vais dans le deuxième niveau, je vais attacher cette information à moi et je vais chercher à la comprendre en associant les éléments que je connais déjà. Le troisième Est-ce que niveau, c'est pas la meilleure façon de mémoriser? c'est exactement ça qu'on a besoin de faire. On en parlera, je pense, un peu plus loin dans les manières de mieux mémoriser, parce que c'est un élément émotionnel qu'on peut facilement développer dans les groupes de formation. Quand on se décroche de la manière classique de former les gens, donc de manière euh, où on délivre de l'information, et quand on les aide plutôt à interagir entre eux pour que cet élément émotionnel puisse aussi prendre forme et puisse nous aider à mémoriser ce qu'on a appris. Pardon, je t'avais coupé. Il n'y a pas de souci. Le troisième niveau, là, on va impliquer le corps. Donc jusqu'ici, on a mis l'information dans la tête, on l'a rendue émotionnelle. Maintenant, on va utiliser cette information dans la pratique. Donc concrètement, cette information, comment elle peut m'aider à résoudre des problèmes pratiques dans mon métier, dans ma famille, vraiment quelque chose dans lequel le corps sera impliqué. Comment je transforme cette information en action au quotidien. Et puis le dernier niveau, alors ça c'est le niveau, je dirais, ça inclut un plan un peu plus spirituel qui nous dépasse, parce que c'est le niveau de la créativité. Donc on a appris l'information, on l'a mémorisée, on l'a compris, on l'a mis en pratique, et maintenant on est capable d'innover à partir de cette information. Donc on ouvre quelque chose de plus grand que soi, on développe cette capacité euh, alors, soit de connecter nos idées en interne, de connecter des idées très opposées et de créer quelque chose de nouveau, ou soit aller au-delà de soi et connecter cette information qu'on vient de comprendre avec d'autres idées au-delà de nous, et on devient apte à innover et construire quelque chose de nouveau pour le futur à partir de l'information qu'on a appris. Il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je suis pas un créatif. Est-ce que ça s'apprend? Oui, oui, oui. Il y a des études là-dedans et moi-même, j'ai participé dans une étude qui m'a surpris. Je vais te Mhm. partager l'histoire. Donc ça se passe à l'hôpital, j'arrive, je vois qu'il y a un lit dans la pièce où on va faire l'expérience. On me met des électrodes sur la tête, sur le visage aussi. Je pense qu'il y avait potentiellement sur le ventre. On commence à s'intéresser aussi aux signaux qui viennent au-delà du cerveau. Et on me donne une tâche à accomplir. Donc, à l'occurrence, c'est un casse-tête. C'est une tâche, on la regarde. J'ai passé les 2 premières minutes à tourner dans tous les sens. Au bout de 2 minutes, je me suis dit, il n'y a pas de solution. Pas possible, je Mhm. vois pas du tout comment on peut résoudre ce casse-tête. Il nous laisse quand même 10 minutes à réfléchir. Donc pendant 10 minutes, je regarde le casse-tête, mais je vais déjà abandonner au bout de 2 minutes. Je pense, Mhm. je croyais plus. Au bout de 10 minutes, ils nous disent, maintenant vous laissez la tâche et vous allez vous allonger et fermer les yeux. Je dis, ah bon? Ah oui? Mhm. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la résolution du problème? Donc, il nous laisse un certain temps dans lequel
on peut pas s'endormir, on est dans des conditions pas très favorables pour s'endormir, mais on peut se reposer, on peut faire une forme de sieste ou plutôt une pause méditative, que D'accord. j'appelle une pause méditative. Et il faut savoir que quand on ferme les yeux et quand on est dans cet état, notre cerveau fonctionne d'une manière très différente. Jusque-là, quand j'essayais de résoudre le casse-tête, mon cerveau fonctionnait en mode bêta, donc ce sont des ondes bêta qui circulent dans le cerveau et qui font leur travail. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Quand on ferme les yeux et quand on est dans un état un peu méditatif, le cerveau active des ondes alpha. Et ces ondes sont beaucoup plus détendues et iront chercher des informations plus éloignées, des régions du cerveau plus éloignées pour connecter les informations d'une nouvelle manière. Donc, dans cet état de fonctionnement alpha de notre cerveau est naturellement plus créatif. Donc, si on a fait intégrer de l'information en amont et qu'on a laissé le cerveau ensuite en mode alpha, même si on n'est pas trop conscient, on peut être endormi, le cerveau continue à travailler et à analyser l'information d'une nouvelle manière. D'où le fait que des fois, on se réveille le matin et on se dit, ah, j'ai une idée. Ou bien on pense comment résoudre le problème de la veille. Donc, on a vraiment cette capacité à l'intérieur de chacun de nous est capable de faire ça. Et d'ailleurs, ça arrive à chacun quand on ferme les yeux le soir, on se met en mode alpha. C'est le moment de la journée, on a une forme de recul par rapport à la journée. On voit les informations avec plus de recul, on est apte à les connecter d'une nouvelle manière. Et ensuite, hop, des nouvelles idées qui apparaissent. Et donc, c'est ce qui s'est Autrement passé dit, avec cette pour les gens qui sont en activité, lorsqu'ils sont confrontés à un problème et qui sont concentrés sur ce problème, l'idée c'est de rentrer en état méditatif, quelle que soit la technique dans ces cas-là, et laisser le cerveau lui-même faire des connexions pour trouver des solutions, et comme ça il sera créatif. Est-ce que c'est ça ou... Exactement. Le mathématicien Poincaré, il utilisait cette approche. C'est une approche à trois étapes, si tu veux. On démarre par s'intéresser au problème. Donc, on va collecter un maximum d'informations sur le problème. Alors, le mathématicien, il utilisait ça pour résoudre des équations. Mais c'est exactement la même chose pour nous dans des Bien sûr. situations de difficulté. Donc, on collecte un maximum d'informations sur la difficulté qu'on vit. Et puis, à ce moment-là, on ne cherche pas à résoudre le problème. On est vraiment dans la collecte. C'est un état d'esprit où je m'informe. Je ne cherche pas en même temps de m'informer, en même temps de résoudre le problème, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je m'informe et puis je fais une pause. Alors, une pause forme de lâcher prise. Ça peut être une pause méditative pour les gens qui aiment méditer. Je vous encourage vraiment à utiliser la méditation parce qu'elle est très puissante pour nous aider à utiliser nos ressources cognitives. Pour les gens qui n'aiment pas forcément méditer, la même pause, vous pouvez la créer en se baladant dans la nature, en prenant une douche, en fermant les yeux ou bien en regardant un point dans l'espace. Des fois, quand on focalise sur un point, sur le mur par exemple, ça crée aussi cet état méditatif et on laisse le cerveau travailler pour nous. Donc pendant quelques temps, on le laisse à travailler cette information pour nous. Et ensuite, on revient sur la question et cette fois-ci, on attend, alors on pose la question de nouveau et on attend une forme de réponse spontanée qui vient de notre intuition, ce qu'on peut appeler l'intuition. En fait, c'est ce que notre cerveau après, après traité pour nous, hein, donc la manière dont il a analysé l'information, et on laisse cette information remonter en surface pour qu'on puisse la capter et la reproduire. C'est beaucoup plus facile, ça demande beaucoup moins d'énergie et on est beaucoup plus créatif dans cet état. Impeccable. Quand tu parles de formation, tu abordes pas le sujet de l'attention. Or, beaucoup de gens en pédagogie disent la clé de la formation, c'est d'abord de capter l'attention, donc d'avoir des stratégies attentives. Mhm. Mhm, mhm. Et c'est vraiment très, très difficile. Ouais. Alors, on a des chiffres scientifiques qui nous montrent que 47% du temps, notre cerveau est distrait. Alors, il y a différentes études. Il y a des études encore plus critiques qui disent qu'au bout de 3 minutes, on est, la moyenne de l'attention, c'est 3 minutes. Alors, dans les deux cas, c'est décevant, moi, je trouve. Et s'entraîner à avoir un focus, c'est vraiment un muscle que chacun de nous, je pense, doit développer. La méditation aide à faire ça parce qu'on apprend à notre cerveau à aller là où on veut qu'il aille. Par défaut, notre cerveau, il se balade. C'est un processus qu'on appelle mind wandering en anglais ou bien du vagabondage de l'esprit en français. 47% du temps, naturellement, notre cerveau va se balader entre le passé, le futur. Bref, il n'est pas dans le moment présent.
Donc, toutes les méditations de type mindfulness nous aident à revenir au moment présent, qui est très favorable pour notre bien-être et pour gérer le Mais stress. est-ce que finalement le fait qu'il parte un peu en vagabondage, le cerveau, c'est pas aussi une façon de tisser des choses qui sont utiles pour le focus? Parce qu'à force de faire trop focus, on risque d'avoir un burn-out attentionnel, non? Alors, tu as raison. Tout ce que la nature a créé a un sens. Même le vagabondage de l'esprit Mm, a un sens. Notre seul but, je pense, c'est notre seul objectif, c'est d'apprendre à faire ça de manière consciente. Tout à l'heure, l'approche que je te donnais avec les trois étapes, à la deuxième étape, c'est une forme de vagabondage de l'esprit. C'est-à-dire, on a mis l'information dedans, on laisse le cerveau vagabonder et en même temps, il va analyser cette information. Sauf qu'on l'a en quelque sorte guidé pour qu'il puisse, on utilise le vagabondage à notre service. Le problème de laisser le cerveau fonctionner par défaut et hors notre conscience, c'est que le vagabondage naturel, il aura un biais négatif. Naturellement, on est biaisé vers la négativité, donc le vagabondage naturel va nous amener vers des problèmes du passé, donc dans les souvenirs qui nous ont fait mal, ou dans des angoisses du futur. Ça, c'est une prédominance de notre cerveau automatique. Donc, quand on le laisse se balader comme ça, on se retrouve dans des états, on ne sait même pas pourquoi on se sent mal. mm, Il y mm, a eu un film qui s'est produit, il n'était pas conscient, mais il mm, nous a affectés. Et on se retrouve dans des endroits bon, pas agréables à vivre en interne. On peut vagabonder de manière naturelle. Par exemple, imaginons qu'on est dans une réunion qui n'est pas très intéressante. bien sûr, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Et on peut amener notre cerveau à vagabonder sur un souvenir qui nous a plu Mm, ou sur un projet futur qui nous stimule. Et dans ce cas-là, on maintient une bonne énergie, une bonne créativité, parce que notre créativité dépend de notre énergie. mm, Et donc, on utilise nos ressources internes au service de soi-même et au service de nos objectifs. Donc, mm, c'est vraiment une question de conscience. Il n'y a pas de mauvaise chose chez nous. mm. Il y a vraiment une question de diriger nos ressources en conscience. Et donc, certaines personnes disent que finalement l'homme serait peut-être multitâche. On cite souvent Napoléon qui dictait plusieurs lettres, qui mettait plus de temps à être écrite, mais qui dictait plusieurs lettres à plusieurs personnes et qui passait d'une lettre à l'autre. Et finalement, c'est une compétence qu'on peut acquérir pour avoir une excellence neurologique, non? Ou ça n'a pas de Le, sens? le multitâche, ça a été prouvé qu'on est moins efficace et que ça fatigue vraiment le cerveau. Donc, être multitâche, ce n'est pas vraiment une solution. On essaye tous de le faire parce qu'avec les réseaux sociaux, on essaye tous à la fois d'écouter une conversation, d'être sur les réseaux, Mm, mm, à mm. la fois d'essayer de réfléchir Ah à un ouais? projet futur. Et au final, rien n'a vraiment de la qualité. Le mieux, c'est de faire, s'il faut faire des choses toutes simples, une minute sur une idée ou 5 minutes passées sur la même idée, on limite comme l'attention elle vague rapidement. On fait des petits créneaux, mais à chaque fois on est focalisé sur la même idée. Pour moi, si tu veux, l'efficacité. Comment j'ai augmenté mon efficacité, c'est au niveau du focus. Je vais pas chercher à être focus toute la journée, comme tu dis, on va faire un burn-out du focus. Par contre, des petits créneaux dans lesquels j'isole toute distraction et je me focalise que sur le projet sur lequel je suis en train de travailler me permettent en 10 minutes de produire un projet que, en temps normal, quelqu'un produira en 4 heures ou en une journée. Tout Mm. simplement parce qu'on limite la distraction et toutes les ressources et toute l'énergie qu'on a est mise au service d'une seule chose. Très, très bien. Donc ça veut dire effectivement que si on fait quelque chose et qu'on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus lent dans ce que j'ai écrit, etc., il vaut mieux arrêter, on lâche prise, on passe à autre chose et on pourra revenir ressourcer, alors que finalement, si on reste devant, bah, on voit son ordinateur et on n'avance pas du tout. Exactement. Moi, je compare souvent le focus alors, en biologie, on avait deux types de microscopes. Il y avait les microscopes laser qui nous permettaient d'aller en profondeur et de regarder des images avec des résolutions extrêmes. Donc, on pouvait voir des détails bon, on regardait les cellules hein, dans le corps, des détails des cellules qui étaient incroyables. Et puis, on avait les microscopes classiques, c'est à la lumière, c'est un faisceau lumineux qui illumine, donc on voit une image plus large, mais on voit moins de résolution. Donc, si tu veux, la qualité de notre focus va déterminer à quel point on va pouvoir réfléchir sur la question. L'intelligence provient de la clarté de notre focus. Plus mon focus est de type laser et j'arrive à focaliser sur un point et aller en profondeur, plus je vais avoir des éléments clairs avec lesquels je vais pouvoir réfléchir, je vais me sentir plus intelligente et je vais trouver des idées innovantes également. Donc, à quel point j'arrive à concentrer mon focus. Pareil, on peut l'imaginer comme un muscle qu'on arrive à contracter. Bien sûr, on n'arrivera pas à le tenir contracté tout le temps, mais on le contracte
10 minutes contractées et on y va en profondeur, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de faire la tâche tout au long de la journée. Et donc, quand on est dans l'entreprise, on a à la fois deux choses, des cartographies, c'est-à-dire on a des métiers, on a des choses à faire. Comment est-ce qu'on peut, si on fait du management, par exemple, comment est-ce qu'on peut réintégrer ça dans des écoles de management, des écoles internes? Tu veux dire dans la gestion des équipes ou dans la Oui, gestion des dans la gestion informations? à la fois des managers, des équipes, comment est-ce qu'on peut distiller, est-ce qu'il faut distiller ou réécrire tous les comportements, toutes les pratiques managériales dans les entreprises, repartir à partir de feuilles blanches, ou est-ce qu'on peut arriver à changer par petites innovations incrémentales ce qui existe déjà dans les entreprises pour former des managers, par exemple? Alors, c'est vrai que la grande difficulté, je dirais, c'est de désapprendre. C'est pas Mm, vraiment mm, d'apprendre des nouvelles pratiques. Le management est en train d'évoluer et il y avait même un article qui disait que les gens, ils ne veulent plus devenir des managers. oui, À absolument. l'époque, c'était une fierté de se dire, ben, jusqu'ici, je recevais des ordres et Mm, j'exécutais des ordres. Maintenant, je deviens manager, je vais pouvoir donner des ordres aux autres. Aujourd'hui, le management autoritaire ne marche plus. Donc, le manager n'est plus quelqu'un qui donne des ordres. En tout cas, ça fonctionne pas. Les gens, ils mm, n'écoutent plus des ordres, ils ne veulent plus des ordres. Le manager est quelqu'un qui doit être à l'écoute, comprendre des gens, comprendre la nature humaine, mm, gérer des émotions, être au service des autres, élever les autres. mm, On inverse les choses et le management devient un métier difficile. Donc, si on essaye de juste appliquer les règles qui fonctionnaient jusqu'ici, ça ne fonctionnera plus. Et pour les managers qui font partie de l'ancienne génération, il faut qu'ils désapprennent mm, ce qui fonctionnait avant et créer vraiment un nouveau mode de fonctionnement. Et pour les managers d'aujourd'hui, c'est vraiment une compétence très large. Je pense qu'on la apprend à vie. C'est pas quelque chose qui est facile à apprendre d'être à l'écoute des autres. Déjà, se comprendre à soi, c'est une chose oui, complexe. Maintenant, absolument. quand on est manager, il faut comprendre à une équipe, Mm, chacun avec sa personnalité. Il faut comprendre aussi, alors, la difficulté de la compréhension de l'être humain vient du fait que 95% de nos processus sont inconscients pour mm, nous-mêmes. mm, Donc, des fois, on n'arrive même pas à guider l'autre de ce mm, qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on n'en est pas conscient. Donc, mm, le manager, c'est quelqu'un qui doit pouvoir lire dans ce que nous, on ne mm, comprend pas de nous-mêmes. C'est un guide, c'est un mentor. mm, mm, Ça devient un métier vraiment à responsabilité mm, élevée et ça s'apprend. Et je pense qu'il faut vraiment des formations sur se comprendre déjà soi, mm. comprendre la complexité de soi pour qu'on puisse être un bon manager et pouvoir comprendre les autres aussi. Exactement. Et c'est là où justement il y a à la fois quelque chose de difficile, parce qu'en fait, se comprendre soi-même, c'est le travail d'une vie. Comprendre les autres, c'est la même chose. Mais à la fois aussi, il y a l'urgence de dire la performance, c'est qu'à la fin du mois, il faut atteindre les objectifs. Et c'est cette tension qui se fait. Donc c'est une réécriture un peu de tout ce qui existe. Alors on parle souvent des soft skills, mais on ne sait pas bien ce qu'on met derrière. Et surtout, on ne voit pas comment est-ce que concrètement on peut les mettre en œuvre. Mais par contre, l'avantage, et c'est là où je voulais amener, il me semble que ça peut être une belle façon de d'érotiser le métier de manager, de donner envie, de dire aux gens, ben, c'est un beau métier d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à être humain, d'avoir des aventures partagées. Non? C'est un très très beau métier et je trouve que c'est un métier qui ouvre un chemin vers des relations de qualité, vers des relations profondes de connexion avec des gens et aussi vers l'accomplissement. Alors, tu l'as bien évoqué, c'est paradoxal. Le métier est vraiment paradoxal parce que d'un côté, on doit être focalisé objectif, accomplir des objectifs et avoir une énergie qui est directionnelle et qui a un but final. Et de l'autre côté, l'énergie de la connexion, de la relation, elle est très différente. Elle demande du temps, il faut qu'on ralentisse pour écouter, pour accueillir l'autre. Donc, le manager, c'est un maître des paradoxes. Il doit à la fois donner du rythme pour arriver à l'objectif et à la fois créer des bulles, des capsules d'écoute et de connexion aux autres dans lesquelles on ralentit le temps, on ressent les autres et on les accueille dans leurs forces et leurs faiblesses. Donc, moi, je trouve que c'est un très beau métier parce que ça nous permet d'être meilleurs déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la vie, des êtres humains. Donc, ça va au-delà du métier qu'on exerce. Quand on est manager, peu importe dans quel métier on est manager, c'est vraiment
On est un guide. On est un guide pour les autres. Est-ce que c'est une compétence qui est portée par chacun ou est-ce que ça peut être porté par l'entreprise qui dit, ben voilà, je vous montre comment est-ce que vous prenez du temps pour vous, comment vous écoutez vous-même, comment vous êtes en pleine conscience à certains moments, et donc on socialise cette compétence, ou est-ce que c'est purement individuel? Chacun se débrouille. Je pense qu'il y a un peu des deux. Cependant, l'effet collectif est souvent plus puissant quand on arrive dans une entreprise où la culture d'entreprise est déjà inclut les règles de fonctionnement qui aident le management. C'est beaucoup plus facile. Il y a des entreprises dans lesquelles le temps, ils commencent à mettre de la valeur du temps de formation. Euh, je ne sais pas si c'est les premiers étaient Microsoft peut-être, hein, où ils ont dédié 20% du temps. Donc c'est un jour par semaine. Chaque collaborateur est libre de décider comment utiliser cette journée pour grandir, pour se former. Et donc les gens, ils sont libres d'utiliser ce temps. Et je le vois Google de a fait plus ça en plus aussi. dans d'autres, hein. Mm. Mhm. Donc ils commencent à utiliser on commence à mettre de la valeur sur la formation. Et ça ne peut qu'aider le management parce qu'on a besoin de se former constamment, d'améliorer nos soft skills, notre compréhension du monde pour qu'on puisse être des meilleurs managers. Et donc, ça peut réenchanter les gens, c'est-à-dire les gens sont fiers de ce qu'ils font. On sait que la fierté est une valeur importante en France particulièrement. Alors, si Mhm. un responsable de formation se dit, c'est génial, j'adore ce que tu dis, je trouve que c'est formidable, j'adhère, mais j'y connais rien, par quoi tu lui commencerais de démarrer? Mon approche préférée, c'est l'approche de la compréhension des différents types de personnalités. Alors, on peut le voir comme différents types de personnalités, on peut le voir comme différents modes de fonctionnement de notre cerveau, si Hmm. on met des termes un peu plus neuroscientifiques. Euh, et j'adore l'approche la plus simple, hein. Alors, mon cerveau, il adore la simplicité. C'est bien ça. On mémorise plus facilement, on l'applique directement et ça fonctionne. Donc, l'approche que j'aime beaucoup, c'est l'approche avec les quatre couleurs de personnalité, le disque, Hmm. qui nous permet d'avoir déjà une grande grille de lecture du monde qui nous entoure et de soi aussi. Donc, on arrive à mettre des mots sur nos propres comportements qui nous, qui nous ouvre vers les valeurs qu'il y a derrière, parce que chacun de nous est guidé par des valeurs. Donc, on arrive à mieux se comprendre pourquoi telle ou telle chose nous motive et pourquoi c'est facile de faire une chose et pas les autres. Et on arrive aussi à baisser nos jugements par rapport aux autres personnes qui ne sont pas dans le même profil de personnalité que nous et qu'on a tendance naturelle. Notre cerveau adore les juger. Hmm, bien sûr, Je c'est veux plus dire, non, facile. il n'est pas comme moi, ce qui crée des conflits dans les équipes. Et avec cette grille de lecture, on arrive, au lieu de dire je ne sais pas de quelle manière, il est lent, il est paresseux, et je ne sais pas quoi d'autre, on arrive plutôt à mettre des mots sur ce qui le motive, c'est le perfectionnisme, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il prend plus de temps. Et donc, on arrive à identifier des talents plus facilement chez les autres, à adapter notre communication, à respecter les gens et à les comprendre. Et pour Hmm. moi, ça, c'est essentiel dans les équipes. Donc, on voit des outils, tu parlais de la pleine conscience, des choses comme ça, qui ont un fondement scientifique. Tu trouves que dans l'entreprise, ça commence à bouger, il commence à y avoir des retours d'expérience intéressants, où tu dis c'est encore un peu éloigné, c'est beaucoup dans de la recherche. Alors moi, quand j'ai commencé à faire la méditation, Ouais. c'était très différent. Personne parlait de ça, c'était quelque chose d'isolé, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, les études cliniques montrent tout simplement que ça nous aide à mieux utiliser nos ressources cognitives. Et ça va bien au-delà de ça, ça nous aide à gérer nos émotions, ça nous permet d'être plus résilients. Ça fait des pauses de notre cerveau qui nous permettent ensuite d'être plus performants. Donc, il y a Regarde des... par exemple les salles de sommeil. Mhm. Toutes les enquêtes montrent effectivement, ça permet des micro-sommeils, etc. Ça permet aux gens de revenir plus en forme, plus sympa, plus accueillant. Enfin, tout est très bien. Derrière, quand on rentre dans l'entreprise, ce qu'on entend, c'est je vais pas payer les gens à dormir. Hein, est-ce qu'il y a un gap? On est dans une culture qui est encore, elle s'adapte encore à ces nouveautés des neurosciences. Je sais que Salesforce, la grande Hein. entreprise, dans leur siège social, je sais plus combien d'étages ils avaient, 60 et quelques étages dans le siège social, et sur chaque étage, il y a une salle de méditation. Donc, eux, ils ont compris. Incroyable. Ouais. Je Impeccable. sais qu'il y a des cultures asiatiques aussi. Après la pause déjeuner, tout le monde fait une Ouais. pause. Donc, Mm, on ne mm. se critique pas. Par contre, je me souviens quand nous, on avait des collègues asiatiques et qu'on les voyait dormir, bah, tout le monde Ouais, avait c'est ça. tendance à juger. Exactement. Donc ça veut dire que cette culture-là, et c'est ça que la science apporte aussi, c'est que ces techniques, on les connaissait depuis longtemps.
longtemps, hein. Quand on parle de l'Asie et la méditation, ça existe depuis des millénaires. Mais ça veut dire que là, la science nous dit, ça rentre dans notre culture, notre façon de penser. Et donc, c'est une façon aussi d'ouvrir la porte pour certains. C'est ça, ça nous aide à expliquer Oui. pourquoi il faut le faire et donc on est rassuré de savoir que oui, il y a une explication scientifique et oui, il y a des bénéfices vraiment pragmatiques et statistiques parce qu'on peut les mesurer aussi. Donc il y a un vrai sens de fermer les yeux, de rester en silence, quelque chose qui a l'air très simple et en fait qui est très difficile pour beaucoup de gens dont le cerveau n'est pas habitué à calmer sa pensée. Donc, ça veut dire que si, par exemple, un responsable de formation, tu dirais que il est, comment est-ce qu'il peut démarrer? Comment est-ce qu'il peut faire sa veille tout seul? Alors, bien sûr, on a donné ton livre. Moi, je l'invite à lire parce qu'il est très, très bien. D'aller voir aussi sur son site pour avoir ses vidéos. Ce sont des petites vidéos, ça se mange sans fin. Voilà, du snack content. Donc, c'est très intéressant parce que ça se picore. Donc, c'est pas des grands élans de réflexion. Par contre, comment est-ce qu'il peut faire sa veille en se disant sur tout ce qui bouge aujourd'hui, sur les neurosciences, comment je peux me débrouiller pour construire un peu, capitaliser pour moi-même avant de le diffuser peut-être pour d'autres. Euh, alors, il y a beaucoup de vulgarisation scientifique aujourd'hui. Je suis très, très heureuse pour ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui œuvrent dans le domaine. Euh, je pense que la plus grande difficulté, c'est pas seulement de se renseigner sur la neuroscience, mais c'est de faire la connexion entre la neuroscience et le pratico-pratique. Donc, OK, j'ai compris, j'ai entendu que la méditation est démontrée être euh, bonne pour le cerveau. Maintenant, pratique, comment je l'utilise? Donc, comment j'inclus des pauses méditatives ou de quelle manière je peux aider les gens à relâcher le cerveau, le mettre en mode alpha pour mieux retenir. Là, typiquement, je sais il y a des cours d'anglais sous hypnose. Donc, l'hypnose, c'est un état encore plus détendu. C'est au-delà de l'alpha. On descend encore plus dans les fréquences. Et je sais qu'il y a des gens qui ont décidé de combiner la formation avec un état hypnotique. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe. J'imagine que les gens ferment les yeux et ils écoutent dans cet état différent de leur cerveau pour apprendre plus vite l'anglais. Donc, ça peut être la partie pratique. Donc, mon conseil, ça serait de peut-être de se renseigner sur les neurosciences, mais surtout de se poser les questions de l'exercice ou de la pratique qui peut être faite au cours de la formation pour que ça puisse aider. Les neurosciences viennent rassurer les participants des formations d'appliquer tel ou tel outil, mais c'est vraiment l'outil qui fait la différence. Par exemple, en neurosciences, on sait que les relations entre les gens, c'est très important. C'est très important pour notre bonheur, c'est très important pour notre santé, c'est très important pour notre longévité. Maintenant, la vraie question, c'est comment utiliser les formations pour créer des relations qui nourrissent les gens, qui augmentent les performances, qui augmentent la dimension émotionnelle dans l'apprentissage et voilà, rendre nos formations différentes. Moi, j'ai tendance à critiquer un peu notre système scolaire qui, moi-même, alors j'ai un doctorat, mais je ne te cache pas que pendant des années, je me sentais très bête parce que justement, je pensais qu'apprendre, c'était mémoriser et j'avais vu que mon cerveau n'était pas bon. Bien sûr. Et même avec le doctorat, je me disais, mais mon cerveau, il a un problème, il ne retient pas, je ne sais pas comment faire. Et aujourd'hui, je sais que on apprend très facilement dans les échanges, dans les conversations, peut-être transformer les formations sous forme de table ronde, d'interaction, plus d'interaction entre les gens, euh, plus d'émotionnel. Alors moi, j'aime beaucoup, et il y a beaucoup d'études scientifiques aussi sur la question de gratitude. Alors, la gratitude, c'est une attitude, c'est un comportement qu'on a besoin de s'entraîner à faire parce que par défaut, notre cerveau ne part pas vers la gratitude, il part vers la critique plus facilement. Et aider notre cerveau à développer des attitudes de reconnaissance, de gratitude, de valorisation de soi et des autres, c'est très important. Et donc, on peut utiliser les formations, peu importe le sujet de la formation, on peut utiliser les formations pour créer des moments de gratitude entre les participants, pour que ça amplifie l'émotion, pour qu'ils passent un très bon moment et pour que ça augmente le désir d'apprendre plus sur le sujet. Quelque chose Exactement. qui manquait beaucoup dans mon cycle scolaire, qui manquait un Oui, peu de désir. exactement. Ce qui est très bien dans ce que tu dis, et ce que j'apprécie énormément, c'est le fait de dire qu'il y a énormément de livres sur toutes les techniques. À un moment, il faut lire un peu, mais surtout, il faut faire.
on est dans l'âge du faire parce que quand on parle de méditation, il y a énormément de livres qui disent ce que c'est. Ben, on le fait juste, on n'a besoin de rien pour le faire et on s'aperçoit de certaines choses et on incarne ce qu'on apprend, non pas de façon livresque, les deux étant complémentaires, mais à un moment, tu as raison, il faut faire des choses, hein. Mhm, mhm. Par Donc ça veut exemple, dire que si par exemple on veut développer de la gratitude, faire en sorte que un manager qui dit tout le temps merci, à un moment, j'ai peur qu'il me demande une augmentation. Voilà. ok. À un moment donné, il demande, comment tu as Une dit? augmentation de salaire, qui me demande quelque chose. Et comme je lui ai dit qu'il était bien, au bout d'un moment, j'ai toujours peur. Alors que si je lui dis qu'il est nul, j'ai des raisons au bout d'un moment de lui dire qu'il n'aura pas l'augmentation. Et donc c'est des façons de penser qui sont intéressantes, hein. Mhm, Et mhm, donc mhm. il faut apprendre. Tu es spécialiste du feedback. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on a des bons feedbacks? Qu'est-ce qu'un bon feedback d'ailleurs? Alors, le feedback, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que tout d'abord, je pense avoir grandi dans un environnement où il y avait pas de feedback. Nous, quand on faisait quelque chose de bien, personne commentait et quand on se trompait, là, on était pointé de doigts et puis on était critiqué. Donc, moi, j'ai grandi avec des feedbacks qui n'étaient pas propices pour la performance ni pour l'état d'esprit de croissance. Ce sont plutôt des feedbacks qui nous bloquent, qui nous rendent. Moi, j'étais très, très timide à l'époque. Donc, ça nous bloque et puis ça ne donne pas confiance qu'on peut apprendre les choses. Aujourd'hui, il y a énormément d'études sur le feedback. Première chose, le feedback, il est au cœur de notre réussite. Pourquoi? Parce que pour notre cerveau, réussir, c'est apprendre. Et un feedback, il contient les trois éléments de l'apprentissage. Premier, premier élément de notre cerveau, il a besoin de savoir où est-ce qu'on va, c'est quoi la destination, c'est quoi l'objectif. Donc, point final, on doit le déterminer. Deuxième élément qu'il a besoin de savoir, où est-ce que j'en suis là actuellement par rapport à cet objectif. Et troisième élément, c'est quoi la prochaine étape. Donc, si j'ai les trois éléments, qu'est-ce que je veux atteindre, là où je suis, quelle est la prochaine étape, je peux tout apprendre. Notre cerveau peut vraiment Mm, tout apprendre. mm, Mais c'est très complexe d'abord de fixer un objectif, c'est très complexe de s'évaluer soi-même où est-ce qu'on est, et on a tendance parfois de se raconter des choses qui sont mm, pas vraies. Et c'est très difficile aussi de décomposer l'objectif en petites étapes pour savoir quelle est la prochaine étape. Et le feedback, il a pour but, justement, soit on apprend à le faire sur soi-même, donc on apprend à notre cerveau constamment à voir quelle est la destination, où je suis, quelle est la prochaine étape, ou sinon, j'utilise les autres qui, parfois, pour lesquels c'est plus facile de voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et on utilise les autres pour nous aider à réussir. Donc, l'approche de feedback, elle est très, je trouve que c'est très généreux de l'utiliser. C'est humble aussi, ça crée vraiment de belles relations quand je demande du feedback. Je montre de l'humilité, je montre à l'autre qu'il peut m'inspirer, je lui donne le droit de m'inspirer. C'est au cœur de la qualité mm. des relations qu'on veut créer. Et le pair à pair permet justement de créer ces liens et créer cette cohésion qui est assez extraordinaire parce qu'elle est sur l'émotion, sur autre chose que l'intérêt, la raison et le cartésianisme. Là, si je reprends dans ce que tu as expliqué sur le feedback, est-ce que la première étape, c'est de raconter une belle histoire? C'est-à-dire donner du sens pour que les gens disent on va faire quelque chose de bien. Est-ce que on démarre par ça et après on donne avec le feedback le fait d'avoir des étapes et un cheminement? Alors, notre cerveau, comme il a une tendance à retenir ce qui est au début et à la fin d'un échange, c'est important de commencer avec quelque chose qui nous élève, quelque chose Mm, qui est positif ou qui donne de l'espoir, qui dessine un meilleur futur. Et de finir par quelque chose qui est aussi positif, de type reconnaissance, de reconnaître le fait que les gens, ils ont donné de leur temps, de leur attention, de leur écoute pour ce qu'on vient de raconter. Donc pour moi, je dirais pas seulement pour le feedback, mais pour tous nos échanges, démarrer avec quelque chose de valorisant et qui ouvre les possibilités et finir par quelque chose de valorisant et qui garde cet espoir du futur, c'est très important pour garder un bon goût de mm, l'échange. Parce qu'on est des êtres d'affection. Donc, ce qu'on va se rappeler, c'est surtout comment je me suis sentie. Et mm, comme le cerveau, il se souvient le début à la fin, bah, comment je me suis sentie au début, comment je me suis sentie à la fin, dans l'échange avec cette personne. Maintenant, au milieu, notamment quand l'énergie, c'est une énergie d'ouverture et de confiance, au milieu, on peut parler de tout type de sujets complexes, parce qu'on en a besoin de parler de difficultés qui se produisent à condition de bien savoir se positionner dans le feedback. Alors le feedback, la grande difficulté, c'est que souvent la personne, elle va parler de elle-même, de ce qu'elle a comme problème, elle va faire une demande à l'autre. Elle va pas forcément écouter comment l'autre il a perçu la situation. Elle va pas forcément lui demander de réfléchir à des solutions ensemble.
Une bonne attitude de feedback, c'est on est ensemble pour créer un meilleur futur, parce qu'on a eu un problème dans le passé, mais on va pas se focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer. Donc, on va pas parler du problème du passé ou le pointer de doigt et le faire nous sentir mal. On va plutôt se focaliser sur quel est l'objectif qu'on veut obtenir ensemble et on va se mettre comme des alliés pour chercher des solutions ensemble. Souvent, on a le feedback, on a l'impression que c'est unidirectionnel. Pour moi, le feedback, c'est une conversation où on co-construit un meilleur futur pour tous les deux. Donc, quand on arrive à être dans cette attitude-là, on trouve aussi les mots qui vont avec. Et même une situation difficile peut nous donner des bonnes sensations et une bonne émotion de construire le futur ensemble. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle la pédagogie, le cheminement. Et c'est très Mhm, pratique le feedback de pair à pair, dans ce qu'on appelle la pédagogie, parce que ça mhm, permet de retisser des liens, etc. Donc c'est vraiment un très très bel outil à déployer. Beaucoup dans les entreprises disent, comme ils savent pas trop par quel bout prendre les neurosciences, dans ces cas-là, ils se disent, c'est bien de faire une conférence. mhm, On l'a dit inspirante, c'est mieux qu'elle le mhm. soit, mais ça veut dire qu'on fait une conférence. Est-ce que tu trouves que c'est une belle entrée en matière ou t'en proposes une autre? La conférence est un bon moment, notamment quand c'est fait pour vivre des émotions ensemble. Euh, Quand on arrive à créer une conférence dans laquelle les gens ils vivent des émotions positives ensemble, ce qu'ils vont se souvenir, c'est que le sujet est sympa. Si on parle du feedback, ils vont se dire, ah, c'est sympa de penser, d'étudier le feedback. Et donc, ils vont aller encore plus loin. Une conférence, c'est aussi un bon moment parce que ça permet aux gens de sortir du quotidien. Moi, dans les conférences, je les fais interagir, donc j'aimerais vraiment qu'ils passent quelque chose de différent, qu'ils vivent quelque chose de différent. Comment tu les fais interagir? Avec des petits exercices entre eux par binôme. Hum, Alors, je peux te donner un exemple tout simple très bien. que les gens, ils ont adoré. Hum, Des hum, fois, on se dit, faut vraiment rester simple. hum. Je leur avais demandé de faire un compliment à leur voisin et le voisin il devait Ouais, très bien. faire un compliment en retour. Donc ce n'est pas du feedback et ce n'était pas une phrase vraie. Bon, elle est Hum, hum, vraie de manière générale, c'est une phrase généraliste de hum, type ton travail a vraiment de valeur pour nos clients. Un simple compliment comme ça avait vraiment touché certaines hum. personnes qui s'étaient dit bah, j'ai adoré ce moment où on s'est donné des compliments. Ouais, Donc, pour te très donner bien. juste l'exemple de comme quoi il y a des choses simples à faire pour Hum, améliorer notre quotidien. Il n'y a pas à se casser la tête. Ce sont des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps hum. et qui laissent un très bon souvenir et qui tissent des liens de qualité après. Très bien. Et donc, et derrière, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une porte ouverte. J'aime beaucoup l'idée de faire des choses à la fois qui sont peu communes, parce que derrière, c'est pas calibré. J'ai pas déjà un langage préparé, et donc j'incarne ce que je dis, et donc ça donne des moments d'humanité, comme tu le dis, qui sont extraordinaires. Un compliment, ça peut être très sobre, mais ça veut dire que la façon dont on va le dire, ça fait toute la différence. Mhm, Donc ça, c'est vraiment, et ça laisse un très très bon souvenir. Et ce souvenir, cette marque, permet après de tirer le fil pour changer la culture de l'entreprise. mhm, 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 Donc, exactement. voilà. Et donc J'ai derrière, ça vaut la peine de travailler avec la formation, qui est un peu le levier pour justement développer et industrialiser la première impression, non? C'est ça. Je pense qu'il faut donner le goût. Alors, c'est difficile de donner du goût pour l'information, parce Mm, qu'on n'est pas des êtres d'information, on est des êtres d'affection. mm, Par contre, on peut donner du goût aux gens de vouloir passer du temps ensemble, de vouloir discuter ensemble, d'échanger ensemble. Et la formation, ça devient juste le cadre hein, et le sujet qui est le mm, prétexte de faire grandir notre pensée et de s'entraider à devenir plus apte à utiliser l'information. Mais l'information en soi ne peut pas être la vraie cause de se réunir. C'est vraiment se réunir ensemble hein, mm, qui est... l'étude la plus longue le montre, c'est le facteur principal du bonheur de l'être humain, les qualités de nos relations. mm. Donc les formations, ça construit notre bonheur. Bravo, donc on peut pas terminer mieux. Donc une très très belle définition. Tous les gens qui t'ont apprécié, qui veulent te suivre, comment est-ce qu'ils font? Ils peuvent me connecter sur un LinkedIn, ils peuvent avoir accès aux livres également. Je pense que sur le site de la FNAC, il est facile à retrouver. Ils peuvent aller chercher sur mon site neuroexcellence.fr. Voilà, je me ferai plaisir d'échanger, de répondre à leurs questions Très bien. et de voir s'il y a des projets communs qu'on peut construire ensemble. Impeccable. Merci beaucoup, Biliana. C'était un vrai bonheur. Et donc, j'espère que ce plaisir était partagé pour tout le monde. N'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas ou dans les messages privés pour ceux qui sont plus réservés. En tout cas, c'est avec plaisir et si on retransmettra s'il y avait besoin. En tout cas, merci à tous. Au revoir. Au revoir, Biliana. Au revoir.